Bonjour et bienvenue dans cet épisode 19 du Cinéco, je suis Andy Dumortier et je suis avec Rodolphe Yvenou. Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un petit blockbuster sorti le 12 août, produit par J.J. Abrams et réalisé par David Robert Mitchell qui nous avait donné en 2018 Under the Silver Lake et en 2014 It Follows, qui est du coup un film d'Elevated Horror et je sais que Rodolphe a envie de faire du coup sa réplique sur Elevated Horror. Ça existe pas, les métiers d'horreur, c'est un terme de merde. Voilà, Carpenter ne faisait pas des films intelligents, alors qu'aujourd'hui, Jordan Peele, Ari Aster et David Robert Mitchell, ils font de l'horreur intelligente. Et comment il s'appelle aussi, Robert Eggers, évidemment. Ah oui, pardon, Robert Eggers. Ah ouais, tout ça. Un peu moins intelligent quand même. Moins. Ouais. Mais on va résumer vite fait la fin d'Oak Street. C'est tout un quartier qui disparaît et qui va se retrouver du coup à la préhistoire, entouré par la faune et la flore. On suit, nous, la famille Platt, composée du coup du père, joué par Ewan McGregor, de la mère, jouée par Anna Sawai, et des deux gosses. Ils sont joués par Christian Convery et Maisie Stella. Le but, c'est de décortiquer un peu le film, parce que du coup, David Robert Mitchell, c'est un auteur indépendant, pour It Follows et pour Under the Silver Lake. C'est deux films très étranges aussi. It Follows, c'est quand même un concept qui est assez simple en soi, mais c'est assez, surtout pour l'époque, assez genre, et pour le cinéma américain d'horreur, un concept qui est assez singulier pour que ça avait fait bizarre auprès des gens et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait aussi beaucoup marché et tout. Genre même tu regardes sur Letterboxd, le film il a plus d'1 million de logs. C'est quand même généralement un film qui était beaucoup vu. Donc c'est-à-dire que le film il rend même vachement curieux. Je pense que quand tu cherches des films d'horreur un peu originaux, parce que les gens ils ont trop l'image du film horreur soit gore, soit slasher, soit fantôme, bah techniquement c'est aucun des trois. Du coup ça rentre, c'est un petit peu hors norme et tout. Et je pense que c'est peut-être ça qui a attiré les gens, quoi. Prenez pas du coup une entité vraiment nommée, enfin une entité vraiment étrange, tu prends juste des gens qui marchent vers toi. Et il y a du coup cette utilisation-là, elle est refaite, parce qu'elle a été faite dans Under the Silver Lake, notamment avec la chouette, du coup, ça je pense que tu t'en souviens. La fin d'Oak Street, on est d'accord tous les deux, je pense, pour dire que le film peut avoir l'air très con, au premier abord. Le film semble moins poussé que ces deux autres films et tout, je trouve. Surtout après Under the Silver Lake, qui est vraiment un peu un film de théorie du complot et tout, de paranoïa, machin. Du coup, je me rappelle moi de la scène de la boîte de céréales et tout qui conduit à des trucs. Là, c'est vraiment écartier, dinosaure autour, flippant un peu. Et est-ce que tu sais pour le jeu de piste du coup aussi dans le film? Parce que du coup il y a un jeu de piste dans le film avec Andrew Garfield, Oui. mais il y a un vrai jeu de piste à jouer aussi, en Il y a dehors du film. Il y a eu un ARG. Oui. Enfin, du coup, bon, dire que David Robert Mitchell serait con, serait un peu... Oui, non. It Follows, c'est loin d'être con pour ce qui est de la mise en scène, et d'ailleurs, on avait une théorie, enfin, à l'époque, nous, on trouvait ça assez chelou, que dans It Follows, il y a quelque chose qui marque, c'est on ne sait pas à quelle époque ça se passe. Oui. Et d'ailleurs, Under the Silver Lake, C'est même un peu compliqué aussi. Il se passe clairement plus dans les années 80-90, non? Alors, bah écoute, j'ai envie de te dire, ils ont des téléphones. Ils ont des téléphones portables dans Under the Silver Lake. Évidemment. Donc il y a toujours ce côté-là, en tout cas, avec David Robert Mitchell. Déjà, on a ça sur les deux premiers films, on sait pas trop à quelle époque on est. Là, c'est plus frontal dans Oak Street, puisque on ne sait pas à quelle époque on est, mais on oscille entre deux époques. C'est-à-dire que l'époque du présent du film, c'est 82. Et encore, je pense que c'est quand même bien qu'on nous le dise à peu près, parce que même au début, tu te dis pas forcément que c'est les années 80. Il y a une réplique par contre d'une femme du coup qui dit où il se demande mais on est à quelle époque? Et là mais c'est évident, vous savez pas. Alors que non, ça n'a pas été évident dans ces... C'est un petit peu David Robert Mitchell qui rigole un peu avec son public d'habitué, je pense. Ouais, parce que oui, c'était pas évident de savoir quelle époque on était dans It Follows, ni dans Under the Silver Lake. C'était ce qu'on attendait à la fin avec David Robert Mitchell. Est-ce qu'il va se faire bouffer par Oak Street? Est-ce qu'il va se faire bouffer par la grosse prod? Trop d'idées de plans qui sont... Comment dire? Genre même le plan séquence, à un moment, il y a un plan séquence avec une poursuite là. Oui, ce qui est très bien découpé, enfin vraiment tu vois les actions qui sont... Il est très bien foutu et genre ça, je pense pas que c'est un truc qui passerait dans un gros blockbuster de base. Bah c'est surtout qu'il y a des plans, moi je pense que le plan séquence il aurait pu passer parce que ça reste quand même assez impressionnant, le plan séquence en général je pense que les pros ils aiment bien. Mais par contre, non c'est la longueur des plans que je trouve assez abusée dans Oak Street, c'est des fois, t'es à 8-9 secondes, facile, au moins en moyenne par plan. Enfin, c'était le très gros malaise, on va dire, de It Follows, c'est qu'ils faisaient durer ces plans avec en fond, du coup, l'entité qui arrivait. Et il y a une scène dans Oak Street qui reprend cette même dynamique-là. Je sais pas si tu t'en souviens, mais à un moment, il y a la famille, du coup, qui sont dans un jardin, et ils sont en train de parler et de se demander quoi faire, et t'as le dinosaure qui est en train de marcher vers eux. Il y a encore ce côté-là du danger qui approche, que le spectateur voit, pas ses personnages, et via le coup de la grand-mère dans It Follows qui a marqué je pense à peu près tout le monde, où du coup j'ai plus son nom mais l'actrice Maika Monroe qui ne regarde pas la fenêtre et où je pense qu'on a au moins 30-40 secondes de grand-mère en train de marcher vers elle
Alors que, bah oui, The End of Oak Street, du coup, c'est bien écrit par Robert Mitchell, donc on peut lui imputer toutes ces choses qui est dans le film. Parce que, du coup, tu m'avais dit, on trouve tous les deux, on est d'accord, je pense qu'on a vu la scène de fin. En fait, on dirait que pour moi, on dirait du happy end forcé, genre. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on... Genre, en fait, j'avais trouvé ça... bon, bah là, du coup, c'est le moment où on va commencer à spoiler des trucs, hein, parce que... Oui. Moi, il y a des trucs que je veux parler, forcément... le personnage, du coup, d'Ewan McGregor, va crever dans le film, il va mourir, d'une manière que je trouve qui... Bon, déjà, elle met un peu le malaise, parce que je sais que j'en ai parlé avec des gens, et moi, ça m'avait fait un petit choc, parce que je m'attendais pas à ça dans ce film, parce que j'avais défini que c'était un blockbuster familial. En gros, il distrait un dinosaure qui est sur le point de bouffer sa femme, et au moment où il arrive à le taper avec une batte de baseball, waouh, plutôt puissante cette batte de baseball, et le dinosaure est à terre, mais bon, c'est un dinosaure, du coup il se réveille, et il bouffe la jambe d'Erwan McGregor, et je me dis, ah ouais, comment ils vont faire maintenant, il a plus qu'une jambe, et là il lui bouffe le haut du corps, d'un coup, et je me dis, ah. Alors déjà dans ma tête j'étais en mode, bon bah du coup la question de se le trimballer avec une seule jambe ne se pose plus, c'est déjà ça, mais vraiment j'étais en mode, mais... Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi un peu... C'est gore quand même, quoi. Le film est brutal quand il le veut, et par contre, mais pourtant, il y a du comique. Mais même, justement, cette scène-là, elle est tellement bizarre et à moitié décalée que je sais que j'ai des gens qui savaient pas s'ils devaient rire ou pleurer pour le perso, genre. Bah, c'était la même chose, alors, It Follows, moins. Ça, on va pas se le... Bah, It Follows est quand même vachement plus horreur, il y a beaucoup moins de comique. Mais par contre, Under the Silver Lake, ça, c'est le film de Robert Mitchell qui flirte vraiment entre tous les genres possibles. Mais oui, du coup, à la toute fin du film, le reste de la famille, du coup, arrive à revenir en 1982. Et la mère utilise le fait que le daron, il a un taf, qui est au tout début du film un taf secret, mais de livreur de pizza, pour appeler la pizzeria et les faire livrer loin de Oak Street, parce qu'ils sont arrivés avant 20 minutes, ce qui n'est pas assez pour descendre, selon ce que dit la mère. Mais à la fin du film, on nous prouve que ça aussi c'était faux, mais je reviendrai dessus. Mais donc la mère dit que c'est pas assez pour descendre et faire venir le daron, du coup elle commande la pizza, et le daron vient, et hop, le quartier disparaît, sans le père, du coup ce qui amène à un paradoxe du grand-père, hein. Donc du coup, bah, le père, il ne va pas dans le passé, du coup, bah, il protège pas la mère, du coup, elle est morte. Et le pire, c'est que dans les scènes suivantes qui se déroulent genre 6 mois plus tard, un truc comme ça, on apprend qu'en fait la mère, elle a appelé genre le voisin chiant, et genre 2-3 autres voisins, qui sont explicitement les voisins qui leur ont permis de survivre en mourant là-bas. Parce qu'elle prend, à un moment, elle prend le fusil d'une grand-mère chez qui elle allait. Donc si cette personne-là n'est pas dans le passé, elle peut pas forcément avoir son fusil. Et elle prend, et aussi, t'as la bibliothécaire chez qui ils vont, parce que c'est eux qui ont la grand manoir auquel atterrit le trou de verre, parce qu'en gros, les explications, c'est compliqué à expliquer quand même. Hein. Mais en gros, le truc, c'est que ce qui les a fait disparaître, c'est des trous de verre. Et en fait, pendant le film, il y a plusieurs trous de verre qui apparaissent, et c'est comme ça qu'ils rentrent chez eux, basiquement. Et un des trous de verre était sur le toit de la bibliothécaire de la ville, avec qui la mère est plus ou moins amie. Et en fait, la bibliothécaire, elle s'est clairement sacrifiée pour eux. Sauf que si elle se sacrifie pas pour eux, bah eux, ils rentrent pas. Ça dit pas qu'elle a sauvé tout le quartier, c'est qu'elle a sauvé quelques personnes. Et comme par hasard, les personnes qu'elle a sauvées, c'est les personnes qui font que spécifiquement eux... Mais par contre, on est d'accord qu'il y a un côté très... happy end, forcé, mais du coup tu m'avais dit qu'il y avait le crédit à la fin. Le film est dédié au père de David Robert Mitchell, qui est décédé en 2024. Et moi, ma théorie personnelle, c'est que c'est un gros blockbuster. On est en août. La post-prod, elle a dû démarrer au début de cette année-là, 2026. Le tournage, du coup, sûrement en 2025. Et l'écriture, elle a sûrement commencé en 2024. Et ma propale, c'est que je pense que pendant l'écriture, donc peut-être même après qu'il ait tué le père, il y a son propre père qui est décédé, et qu'il a voulu faire un truc en mode, bon, si moi j'ai pas pu sauver mon père dans la vraie vie, autant que eux, ils puissent le sauver, même si c'est en devient ridicule, parce que c'est quelque chose que tout le monde aimerait faire, pouvoir sauver un membre de sa famille, quoi. Oui, je vois, tu lèves ton doigt là, vas-y, qu'est-ce que tu as ? C'est ton podcast, vas-y. Ça, c'est quelque chose de très Spielbergien, du coup. De presque être ridicule pour justement parler de sa famille et de soi, tu vois. Et moi, il y a autre chose que j'aimerais rajouter, du coup. Est-ce que tu as vraiment l'impression que le film est sur les dinosaures, du coup, de base ? Parce que beaucoup de gens, tu vois, s'attendent à un film de dino. La scène du quartier. Elle est longue. Surtout qu'en plus, on pourrait s'attendre à ce que,
genre l'intro du quartier, ce soit il y a la jungle dans le quartier, la nuit arrive, bam, ils sont téléportés. Mais non, il y a 2 jours. C'est même pas du premier jour et ensuite on est dans le truc. Il y a 2 jours pour installer toutes les dynamiques familiales et tout ça, machin, et te concentrer presque plus là-dessus, plutôt que pour atterrir directement aux dinosaures. Et même quand on arrive aux cétacés, ils sont pas là tout de suite, quoi. Ils se font un peu désirer. Hein. Et c'est ce que je me disais, tu vois, et je me disais, mais c'est vrai que de toute façon, tout le monde veut aller voir des dinos parce qu'il y a des dinos dans le film. Le film, il s'appelle The End of Oak Street. Ouais. Donc du coup, on est bien sur un film sur Oak Street. Et si on se dit que le film est hyper Spielbergien, tu vois, il y a autre chose, je trouve, de très Spielbergien dans le film, par contre, c'est qu'il y a le gamin. La scène du flash blanc. C'est le gamin dans son lit qui voit ça. C'est très accentué, je crois qu'il y a à la limite, il y a Ewan McGregor après dans sa voiture qui va voir le coup du flash, mais par contre il y a une très belle scène filmée dans la chambre, tout illuminé et le gamin sur son lit. Et moi ma théorie, c'est que c'est un pur film d'enfant, et que cette préhistoire-là, c'est un refuge. L'âge adulte, en gros, parce que je vais t'expliquer mon cheminement. Et d'ailleurs, c'est à peu près le même que je vais retrouver un autre film, mais tu as vu Quelques minutes après minuit. C'était un film du coup qui était vu du coup très Spielbergien parce que c'est un enfant et lui va se réfugier en gros toutes les nuits. Il y a un monstre qui va venir lui raconter des histoires. À aucun moment c'est tranché de si ce monstre existe ou pas, tu vois. C'est un film fantastique en soi. Il y a un monstre qui arrive et puis voilà. T'as vu l'orphelinat de Bayona aussi ? Parce que c'est très comme ce que tu viens de dire. Parce que Juan Antonio Bayona était vu vraiment comme le prochain Spielberg, tu vois, et c'est pour ça que d'ailleurs il a été sur Jurassic World 2. Mais par contre, c'était vu très Spielbergien. Il y a ce côté-là de rapport à l'enfance. Et par contre, du coup, si on regarde la filmo de David Robert Mitchell, il y a quelque chose de rapport à l'enfant, ou de rapport à ne pas vouloir passer à l'âge adulte dans Under the Silver Lake et dans It Follows. Tu te souviens, It Follows, du coup, on avait dit qu'il y avait un problème de temps, machin et tout, mais il y a aussi un problème de parents. Il y a un problème d'adultes dans It Follows. Mais c'est presque les enfants qui assument ce côté-là adulte. Ouais. Et par contre, dans Under the Silver Lake, on suit un adulte. Mais à aucun moment, c'est un adulte, ce mec. Oui, non. Mais je crois qu'il travaille pas. Il bouffe des céréales et tout, d'enfants. Et pas que, il se bagarre avec des enfants à un moment. Et cette scène de baston-là, un peu brutale et tout ça, on la retrouve dans Oak Street avec le gamin, une fois qu'ils sont à la préhistoire, qui se bat avec un autre gosse. En fait, une fois qu'il est dans la préhistoire, du coup, les gosses voient un peu le monde brutal, si tu veux, que va être l'adulte, et aussi même le rapport au sexe. Avec cette métaphore du serpent, je suis désolé, c'est une énorme métaphore, ce truc-là. Mais parce que le truc, c'est qu'à ce moment-là, quand le serpent arrive dans la maison avec Anna Sawai, d'abord, le serpent qui va faire toutes les pièces et qui va presque créer cette connexion-là. Le truc, c'est que tu vois, c'est comme Quelques minutes après minuit, je trouve. Le film réussit très bien à te faire penser, de toute façon, que oui, on est bien à la préhistoire, c'est un film fantastique, machin et tout, mais que c'est une très belle métaphore, justement, d'un problème d'enfants. C'est des enfants qui en ont marre d'entendre leurs parents s'engueuler. Ouais, et d'ailleurs, tout le début accentue là-dessus. Mais le film se concentre quand même vachement plus sur les parents, surtout même pour la mère, que sur les enfants, quoi. Parce que aussi, il y a un truc, c'est que, oui, mais parce que c'est un rapport aussi très enfant, de voir ses parents s'engueuler, et là, Robert Mitchell, il fait presque un film gentil pour se dire, regarde, les parents auraient pu divorcer. Non, je leur crée une aventure pour qu'ils restent ensemble. Ça s'appelle d'ailleurs le syndrome du pont suspendu. Ah ouais ? C'est un truc qui explique qu'en gros, de personnes qui peuvent être très proches pendant un événement dramatique auront plus tendance à développer de forts sentiments suite du coup à cet événement qui a failli les faire qu'ils meurent, quoi. Voilà. C'est pour ça que souvent, dans des films catastrophes ou ce genre de trucs, c'est souvent des trucs de réconciliation de couple ou de gens qui se mettent ensemble à la fin. Et c'était la même chose dans It Follows. Micah Monroe, au final, elle finit avec le type, si je me trompe pas, ils traînent ensemble pendant tout le film, ils sont potes, et après, ils vivent tous les événements de It Follows, et ils se mettent ensemble. Voilà. Si vous arrivez pas à pécho, c'est simple, faites en sorte qu'il y ait un événement extrêmement dramatique, possiblement meurtrier pour énormément de gens, et puis pas de soucis, ça arrivera. Mais en tout cas, moi je trouve que t'as cette double lecture-là, du coup, que la préhistoire dans le film sert non seulement à créer du coup un rabibochage entre le couple, mais dans le bénéfice des enfants, et que les enfants, eux, par contre, ils ont un témoignage, on va dire, de ce passage-là, qu'on n'a pas envie de faire, d'être dans la brutalité. D'ailleurs, la plupart ont perdu leurs parents dans Oak Street. Les deux, les trois enfants, parce qu'il y a le frère du coup et l'autre, mais les deux ont mais eux, ils disent pas que... Ils disent pas, il faut qu'on retourne voir papa et maman. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire, je crois qu'ils disent un truc comme ça. Hein. En fait, je trouve que cette scène, elle m'a paru très bizarre, genre je trouvais ça vraiment hors propos, genre est-ce vraiment... En fait, j'aurais trouvé ça plus intelligent, je trouve. Après là, c'est peut-être moi qui veux juste réécrire l'histoire, hein. Vu que, en gros,
le fils de famille, dont j'ai déjà oublié son nom, mais c'est pas grave. En gros, il a pété le bras, alors apparemment on purpose, genre il a vraiment fait exprès, d'un mec, et du coup il y a le grand frère de ce mec qui veut se venger en lui pétant la gueule. Et ça, on le sait dans le présent. Et en fait, dans le passé, enfin quand ils sont transportés dans le passé, et quand lui il cherche son chien, d'ailleurs on n'a pas parlé du fait qu'ils avaient un chien. On va en parler après. Mais du coup, quand il cherche son chien, il tombe sur le mec et le mec lui pète la gueule. Et moi, ce que je pensais, c'est qu'il allait dire un truc en mode, vu que t'as pété le bras de mon frère, à un moment, il a pas pu échapper à un dinosaure qui l'a bouffé. C'était littéralement de sa faute et tout. Et en fait, t'as l'impression que justement, il y a eu un truc temporel, enfin, il y a eu un arrêt, littéralement, de sa logique à lui, tu vois. Il y a des dinos, mais non, je me souviens du coup que t'as fait ça à mon frère, et du coup, je reste là-dessus. Et c'est un truc très primitif, du coup, genre, il est que là-dessus, quoi. Peut-être trop vide aussi, par moment, parce que c'est quand même la fin d'Oak Street, comme t'as dit, pas la fin de la famille plate, parce qu'en fait, on les voit très rarement. Genre, je me souviens, à un moment... il y a la scène qui est dans la bande-annonce de la meuf qui se fait gober la tête. Et à un moment, il y a une famille dans le fond qui court et on voit des dinosaures derrière eux. Et je crois que c'est les seuls moments où on voit des gens extérieurs qui sont pas des personnages qui vont avoir vraiment du temps d'écran, quoi. Sinon, tous les autres ont, entre guillemets, une utilité à l'intrigue. Bon, sauf Jeannette qui, pour moi, vraiment a pas d'utilité. En fait, c'est ceux qui ont des liens avec les parents, qui ont une utilité à l'intrigue. Mais parce qu'il y a ce côté-là aussi, je pense, où ils ont connu... Jeannette, elle a une utilité pour le gosse, du coup, on en parlait. Mais Jeannette, elle sert du coup à Brian pour, on va dire, évoquer le désir. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs, Brian, mais... Je sais pas, il a l'air d'avoir 12 ans. Ouais, bon, voilà, il entre dans l'adolescence, les poils pubiens commencent à pousser, tout ça. Et c'est quelque chose, par contre, là, on a retrouvé ça, la thématique sexuelle, on l'a retrouvé du désir, on l'a tout le temps retrouvé dans sa filmo à lui. Tout ça pour qu'au final, ce soit la sœur qui pécho la meuf. Elle le pécho pas dans le film, c'est pas montré. Ouais, c'est pas montré, il y a beaucoup de choses qui sont pas montrées, qui sont plutôt obvious, hein. Ça, on en a pas parlé, mais je vais revenir. Parce que vraiment, ce point, en fait, cette fin, elle m'a cassé. Mais genre, la mère dit bien, quand ils retournent dans le présent, un tout petit peu avant que le quartier soit transporté, la mère dit bien, oui, on n'aura pas le temps d'aller chez nous, de les prévenir et de les sortir. Par contre, du coup, Jeannette, elle a le temps d'aller voir sa famille. Et bon, après, ils ont peut-être été plus faciles à convaincre parce qu'ils avaient leur propre Jeannette à eux aussi. Du coup, se dire, possiblement qu'elle vient du futur, c'est possible. Mais à les faire s'éloigner du quartier, du coup. Après eux, je crois qu'ils étaient en bordure de quartier ou un truc comme ça. Donc, il y a 2 Jeannette. Genre quand... parce qu'il y a un barbecue final, vraiment... Oh putain, ça c'est cliché aussi, putain. Alors, c'est cliché, mais la scène est très drôle. Il y a un barbecue final... Et il y a les 2 Jeannette. En vrai, la scène du barbecue final, beaucoup de films te l'auraient fait, mais par contre, le coup des deux Jeannette, tu vois, c'est quand même très bizarre. C'est encore un truc de la normalité, enfin, qu'on a vu du coup dans Silver Lake, tu vois, c'est ces scènes-là. Je vais reprendre par exemple un truc tout con, je sais pas si tu te souviens de la scène du cimetière dans Silver Lake. Et il y a beaucoup de rêves dans Silver Lake, il y en a beaucoup dans Oak Street aussi, hein, côté Spielbergien, tout ça. Et il y a un cimetière du coup dans Silver Lake, un cimetière qui est normalement. Et t'as littéralement une tombe avec écrit Hitchcock dessus. Mais pas de date, hein, Hitchcock. En fait, le truc, c'est qu'il casse la normalité aussi, Robert Mitchell, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs où tu te dis, on y pensait souvent, mais dans It Follows, c'est à Détroit. Alors, je veux bien que Détroit, ce soit une ville austère, tout ça. Mais il y a vraiment rien dans It Follows. Tu vois qu'ils sont en train de se balader, la piscine, elle est délabrée à la fin. Il y a rien qui est vivant, en fait, dans It Follows. Après, je trouve que ça va plus dans l'ambiance de It Follows que là, Oak Street qui quand même se veut quand même vachement plus familial, centré famille et tout ça. Du coup, t'as une scène de barbecue. Oui, non mais d'accord, mais le problème c'est pas le barbecue. Bah si. Le problème c'est les 2 Jeannette. Je peux plus parler de normalité à partir du moment où il y a des histoires de, il y a des histoires de trous de verre et tout, parce qu'encore une fois, moi, en fait, le problème c'est que ça me sort du film, ça me sort beaucoup trop du film. Le fait qu'il y ait ce gros paradoxe final, ça m'a trop sorti du film et c'était en mode ça veut dire quoi ? Soit pourquoi t'as fait l'effort jusqu'au bout et là tu le fais plus. Et je veux bien que tu veuilles, enfin, l'intention, si j'ai vraiment raison sur mon truc où il a mis une happy end parce que, il était pas bien à cause de la mort de son père, ou peut-être même que J.J. Abrams, généralement les films finissent quand même un peu bien, bon, pas Cloverfield, mais voilà, donc du coup peut-être qu'il a voulu lui aussi jouer là-dessus, je veux bien, mais enfin, ça déglingue un petit peu tout dans la narration, et moi ce qui me parle beaucoup c'est les histoires, du coup là ça me sort quoi. Parce que les 2 Jeannette, elles peuvent pas être là en même temps. Ça te sort, mais t'es à la fin du film. Vu que c'est un film d'histoire temporelle, si tu mets un truc comme ça, un paradoxe comme ça sur la fin, c'est-à-dire que le début n'est pas censé avoir existé comme ça,
Et moi, ça me perturbe. Enfin, les histoires de voyage dans le temps, c'est toujours les plus casse-gueule. Oui. Et donc, du coup, t'es obligé pour que toute ton histoire se maintienne, qu'elle se maintienne du début jusqu'à la fin. Et je dis ça alors que j'aime beaucoup Retour vers le futur. Enfin, on est encore, tu vois, dans cette vision-là, truc que, par exemple, les films indiens ont complètement lâché, hein, de cette cohérence-là. Tu vois, je vois pas pourquoi on s'éclaterait pas mieux. Enfin, on s'éclate au final à voir Oak Street. Même avec cette fin. C'est pas giga éclaté non plus, hein. En vrai, ça, le film quand même assez amusant. Tu dis ça parce qu'il y a des dinosaures qui baisent. Mais on plante Mais pas. pareil, même cette scène-là, enfin, ok, c'est drôle et tout, ouais, prends la pause devant les dinosaures qui baisent. D'accord, soit. Mais du coup, quand ils reviennent dans le présent, qu'elle est triste que son mari soit mort, elle sort quoi? La photo de lui devant les dinosaures qui baisent. Bah, je suis désolé, mais la salle, elle a rigolé, c'est pas ça le... Ça ose me dire que c'était le sentiment qu'il voulait transmettre. Ah, en vrai, je pense pas qu'il ait un sentiment précis. Je pense qu'il aime vraiment beaucoup mêler les genres. Et bah, je trouve ça plus compréhensif que des gens savent pas quoi réagir à ça, tu vois, que ma séance de obsession. Par exemple, on ne va pas en parler d'obsession, mais j'ai une séance d'obsession où moi, je ne savais pas comment réagir. Et j'ai des gens qui rigolaient, et j'ai des gens qui étaient très sérieux ou qui flippaient. David Robert Mitchell, il me montre bien que c'est autant comique que triste, les situations, tu vois. Moi, avec Obsession, j'ai un peu du mal à jauger justement qu'est-ce que je devais ressentir. C'est un peu ridicule, mais en même temps, elle a perdu son mari, donc je sais que c'est triste, tu vois, mais... Ouais, mais du coup, je trouve que ça marche quand même moins auprès du public, parce que, enfin, ça reste un blockbuster. Le but, c'est que ça touche le monde. Enfin, le monde. Enfin, que ça touche plus de monde. Enfin, tu sais très bien que quand tu fais un film comme Under the Silver Lake, qui va toucher moins de monde qu'un film qui a coûté 80 millions, qui a des bandes annonces sur YouTube toutes les 2 secondes, qui a des bandes annonces sur TikTok, qui a les... tu vois. Mais pour moi, c'est un film c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je te parlais de ça, de l'interview, où il dit « Ah, j'ai toujours voulu faire un film de dino ». On dirait un gamin qui a fait un film sur son enfance. Genre, qui justement voulait rabibocher ses parents et s'est dit « Ah bah je vais écrire ça comme ça, tu vois, pour... quitte à être incohérent et être complètement débile des fois, tu vois, mais vas-y, j'aurais aimé que ça se passe comme ça ». Et du coup, je trouve le geste, avec du recul, tu vois, hyper attendrissant. C'est un truc que tu pourrais ressentir chez Spielberg. Alors, je comprends, mais après, tu vois, pour moi, le truc, c'est que, bah, moi, dans tous les cas, genre, même quand j'aime bien les intentions d'un film, ça va pas, je pense, changer mon ressenti face au film. T'es un aigri, t'as pas de pitié, c'est tout. Non, mais genre, enfin, je suis désolé, mais moi, mon ressenti va pas changer. Genre, c'est pas parce que là, je reverrai le film que je me dirais, ah, mais si, mais avec ça et tout ça, parce que là, c'est trop extra-diégétique pour moi, tu vois. Ouais, mais ça, des fois, il y a besoin. Hein. En vrai, t'as fait de l'extra-diégétique quand même, parce que regarde, quand tu m'as dit, t'es quand même allé chercher dans les crédits pour faire une théorie sur le fait qu'il a ajouté cette scène. Bah, mais ça m'a pas rendu mon visionnage plus appréciable, tu vois. Non, mais tu peux te dire, ok, t'apprécies pas plus le film, mais au moins tu peux te dire, tu peux peut-être expliquer pourquoi il a mis cette scène-là, et du coup que c'est pas forcément. Tu vois, je n'irais pas que dans tous les cas, il y a une très bonne patte de réal, ça c'est sûr. Et des personnages quand même qui sont plutôt bien construits et tout. Enfin, j'enlève pas les qualités du film, c'est juste que moi, j'ai pas apprécié autant que je l'aurais voulu. Il y a des gens qui disent au contraire que les persos sont écrits avec le cul. Oh, pas tellement en vrai. Merci. J'ai pas d'argument. Non mais je trouve que le personnage du père est peut-être un petit peu trop parfait sur certains points. Oh, non mais genre ok, il boit vite fait. Ouais, mais non, tu te pas concentres que. dessus une seconde. Ah, pas que, hein, quand elle lui balance, quand il savait qu'elle écrivait un livre, d'ailleurs on a... Putain, j'avais oublié son bouquin. Il y a presque un pré-shot de ton paradoxe du grand-père, parce que le paradoxe du grand-père, c'est le même que celui du bouquin aussi. C'est du genre, si tu files Hamlet à Shakespeare dans le passé, du coup il écrit Hamlet avec... Qui a écrit Hamlet Qui a écrit Hamlet de base, tu vois, on revient à ces trucs-là, tu vois. Donc en vrai, il y a presque ce truc-là que, c'est presque vendu, tu vois, en mode, bah ouais, je sais que c'est bon, j'ai des paradoxes, mais je m'en fous. Mais moi je m'en fous pas. Je dis pas que s'en foutre est la bonne solution, mais en même temps, bon, t'as des gens qui ont taclé Under the Silver Lake parce que c'était pas logique, tu vois, mais bon. Je trouve pas qu'Under the Silver Lake était pas logique. Bon, des fois, il y a des sacrées couilles dans Under the Silver Lake, quand même. Je sais pas, il y en a toutes les 10 minutes, mec, t'as vu la tronche du film? Oui, mais c'est pas le même type de film, encore une fois. Mais sauf que ça reste un film de David Robert Mitchell. Oui, mais ça reste un blockbuster aussi. Ça existe le blockbuster d'auteur, hein, je suis désolé. Je dis pas le contraire. Tu préfères juger un film par son auteur ou par son fric? Tu m'as fait penser, hein, parce que moi je l'avais même pas, tu vois, le délire de la piscine. Mitchell adore les piscines. Voilà, sachez-le, la scène de It Follows la plus connue, c'est sûrement celle de la piscine. D'Under the Silver Lake, il est obsédé par sa voisine qui est dans la piscine. Et là, quand les trois et le chien reviennent dans le présent, ils atterrissent dans une piscine. Sachant qu'il y a une piscine aussi dans leur jardin.
Oui, même il y a un dinosaure, il passe dedans et il boit. Qui est super long, le serpent est super J'ai long. pas compris sa taille, hein. Oui, comment il peut tenir dans la piscine? Du coup, la piscine gonflable. C'est impossible en fait. Tu sais, nous on a 6 mètres d'intestin dans... Je sais, mais c'est parce que c'est enroulé. Bah, il s'était enroulé dans la Il piscine. est hyper épais, le serpent dans. En vrai, Non mais oui, ça passe pas du tout, ça passe pas du tout. Bah en fait, surtout, ouais, c'est ça, quand il y a eu la scène et tout, parce que du coup, il y a cette scène où ils rentrent chez eux, ils sont en mode plutôt, ah c'est bon, on est plutôt chill maintenant, on prend nos affaires, on se barre. Et là, t'as le serpent, il monte par la fenêtre, il passe dans la chambre de l'une, devant la salle de bain où il y a l'autre, devant la chambre du fils. Il est très long, hein. Puis il descend les escaliers, il fait le tour du salon, puis ensuite, hop, il arrive dans la cuisine, juste derrière la daronne, il ouvre sa bouche immense, avec ses 4 paires de dents là, enfin ses 4 paires de mâchoires, enfin il en a 10 milliards des dents. Est-ce que c'est l'ancêtre du serpent pénis, ce truc-là? Est-ce que le serpent pénis... Tu veux vraiment mettre cette réplique dans ton podcast? C'est pas ma faute si ça existe, hein. Mais peut-être. Je sais, Mais tu sais que... je m'y connais pas assez en biologie. Mais du coup, en voyant son 3ème film, on se dit un truc, c'est qu'avec David Robert Mitchell, plus c'est gros, plus ça passe. Sans... T'es fier de toi? Non, T'es alors... fier de toi? Non, regarde It Follows. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui, quand ils regardent le film, se disent mais je comprends pas, les adultes, ils sont où? À quelle époque on est? Alors qu'en vrai, c'est évident une fois que tu l'as vu, par contre. Ce qui joue sur le truc aussi, c'est que bah, vu que le film, encore une fois, se vend comme un film familial et tout ça, les gens vont pas avoir les mêmes attentes que pour un film d'horreur. Genre les trucs qui font un peu bader dans un film d'horreur, en mode il y a pas d'adultes, ce genre de ça. En fait, le public du film d'horreur est à la fois plus enclin à accepter des trucs et à la fois plus enclin à haïr des trucs que tu n'haïrais pas dans des films. Là où le public du blockbuster est plus souvent, entre guillemets, plus relâche sur certains trucs, mais pas sur les personnages parce que c'est ceux que tu vas suivre et tout ça, machin. Et peut-être que du coup, ils sont trop à fond là-dedans, alors que moi, je suis désolé, j'ai trop l'habitude de voir des personnages mal écrits, donc... Branchez-vous, fond de footage, si vous voulez voir des personnages écrits comme des merdes, hein, j'en bouffe tous les jours, moi. En vrai, on en a pas beaucoup parlé, mais Oak Street, par contre, je trouve qu'il y a des... Bon, t'as parlé de pattes de réal. Il faisait très référence à Lynch, à balle, tu vois, mais c'est surtout Hitchcock, avec le chien, notamment. Le tueur de chien, tout ça, ça vient dans Fenêtre-sur-Cour, il y a un meurtre de chien, etc. Il y a plein d'éléments dans Under Silver qui s'est pensé à ça. La tombe avec écrit Hitchcock dessus est un exemple assez évident. Hein. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une mise en scène, il y a un truc très Hitchcockien, tu vois, en mode, c'est très calibré, tu vas pas avoir un plan inutile. Il y a ce plan là sur les pieds où ils sont en train de marcher à un moment, qui est très long, et où je crois que c'est la première fois qu'ils foulent la terre, tu vois, de la préhistoire. Je crois que c'est à ce moment-là où le truc arrive. Il y a les demi-bonnettes dans la scène des 4 membres de la famille, où du coup il lit la mère et la fille, puis le père. Ouais, les 2 réussites et 2 échecs. Alors un peu. Ah, un peu quand même, hein, parce que la fille, elle est quand même montrée comme plus intelligente. Elle vise Stanford dans l'université, et la mère, elle est en train d'écrire son bouquin, tout ça. Elle veut se séparer un peu de son système patriarcal de ouf, machin. Et le fils, lui, bon, il tabasse un gosse sans raison. Il lui brise le bras. Il commence à fumer. Il commence à fumer. Il a pas l'air très malin non plus. Le daron, lui, il boit. Il a perdu son taf. Ouais. Du coup, il fait quoi? La livraison de pizza? Mais au final, c'est ça qui le sauve. Film un peu féministe. Non, mais par contre, c'est vrai que par contre, c'est un truc intéressant. C'est chez lui, du coup, il a des persos féminins assez intéressants en fait dans ses films, et des persos masculins assez pitoyables. Parce que Under Silver Lake, bon, c'est l'un des. Andrew Garfield. Andrew Garfield est pitoyable. Hein. On le reconnaît même pas, je trouve, hein, limite. Hein. Ouais. Genre, souvent, Andrew Garfield, il essaie quand même de le mettre à son avantage dans les films où il joue. Pas dans. Là, on dirait un clochard. Ouais. Bah, clochard, qu'il est pas vraiment clochard. Mais... Oui, parce qu'il a un appart. Mais il va quand même voir. Ah, elle est en plus. Il va voir le roi des mendiants. Je pense que c'est pour ça que les Il va gens. voir le roi des mendiants. C'est peut-être pour ça en vrai que les gens le lient à Lynch aussi. Under Silver Lake. Ouais, c'est parce qu'il est à LA. LA, Oui, c'est la ville en de vrai, Lynch. il y a ce côté-là labyrinthique de Los Angeles. Et aussi les gens avec un film un peu bizarre. C'est très Lynchien. Ouais. Non, alors que non, t'as plus de références à Hitchcock dans Under Silver Lake. Hein. Même avec la voisine, ta fenêtre sur cour au début du film. Mais je trouve qu'on regarde pas assez qui sont les techniciens sur les films des fois. Ouais. Genre par exemple, vraiment, exemple qui n'a vraiment rien à voir. Mais tu vois Silent Hill, celui Ouais. qui est sorti en début d'année là. C'est le monteur de Rec 1 et Rec 2. Et ben je trouve que ça explique pas mal de choses dans le montage de ce Silent Hill. Ouais, ça se voit des fois les flashs, les trucs comme ça, qui arrivent d'un coup, et puis. Enfin, ils cut très vite quoi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant des fois de s'intéresser à ce que font les techniciens, genre qui sont moins connus, genre. Bah, c'est juste dur de savoir après la patte de telle personne, comment elle a influencé le machin. Bah, par exemple, chez Scorsese, bon, tout le monde connaît la monteuse de Scorsese, enfin, tous les gens qui s'y intéressent connaissent la monteuse de Scorsese et savent que c'est sa patte, etc. Tu vois. Et moi, ça m'a même étonné que le film est produit par Warner du coup. Il est pas distribué?
Quand j'ai vu le logo Warner, je t'avoue que j'ai flippé. Je me suis dit, oh là là, allez. Parce que Warner en ce moment, c'est une cata niveau blockbuster. Eh ben écoute, j'allais dire on te dira ça le 26 août en regardant Coyote versus Acme, mais ce n'est plus à Warner, donc on ne risque pas d'avoir ce problème. Non mais en fait, je me suis rendu compte aussi que je suis de plus en plus exigeant avec le cinéma américain. Bah parce qu'en même temps, ils ont de la thune. Bah en fait c'est ça, en fait je regarde tellement de films que je trouve incroyables que je sais qu'ils ont vraiment sûrement au moins 10 fois moins de budget que ça. Genre, encore une fois je suis désolé mais il y a des fois où tu sais j'ai des documentaires japonais que je regarde, je me dis incroyable. Et je sais que genre le budget c'est même pas le million. Peut-être pas le million de yens, bon j'abuse, mais quand même. Bah c'est la conversation qu'on a eue sur l'Odyssée. Une histoire comme l'Odyssée mérite d'avoir du budget. Ça vaut pas 250 millions ce qu'on a vu au Cinoche. Ça c'est bien vrai ça. Mais je me suis déjà pris une sauce en parlant de l'Odyssée, j'ai pas envie d'en avoir une deuxième, merci. Moi je trouve qu'il faut aller parler d'Oxford parce que je pense trouve que dans tous les cas le film est pas inintéressant. Oxford. Oui. Moi je trouve que c'est le prolongement de sa carrière. Ouais. En vrai c'est comme un Del Toro qui va sur un blockbuster, qui te fait Pacific Rim, tu vois. Je pense que ça reste le moins bon pour moi de ceux que j'ai vus. Enfin, pas le moins, celui que j'aime le moins plutôt. Parce que le moins bon, on verra avec ce qui va arriver après, tout ça. Et puis même, ça fait longtemps que j'ai pas vu It Follows, ça fait longtemps que j'ai pas vu Under Silver Lake. Bah c'est tout. Bah ouais. Merci Rodolphe. Bah ça fait Et un oui, grand plaisir. Si vous avez l'occasion du coup, allez voir La Fin d'Oxstreet, puisque c'est un film, je trouve personnellement, en tout cas moins con qu'il en a l'air, très cohérent en tout cas dans le reste de sa filmo. Et bah merci d'avoir écouté cet épisode 19 du Cinéco. À la prochaine. Bisous. Au revoir.